tout le monde cherche à obtenir un accord à Paris. Il n'y a pas de divergence de vue entre pays développés et pays en développement pour se mettre d'accord à Paris. C'était très important. Ça n'était pas le cas à Copenhague. En 2009, beaucoup de pays en développement pensaient que ce n'était pas mûr, c'était trop tôt, qu'ils ne voulaient pas prendre d'engagement. Cette phase-là est derrière nous. Les pays veulent tous un accord à Paris. Ça, c'est la première chose, indépendamment de leur appartenance au monde du Nord ou au monde du Sud. La deuxième chose, c'est que le monde du Sud, il a énormément changé. Il ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui. Les pays qui ont des niveaux de développement extraordinairement différents et qui se positionnent par rapport à ces politiques de réduction d'émissions de façon aussi assez différente. Mais ce que tous ces pays ont en commun, au Nord comme au Sud, c'est la prise en compte de l'impact du changement climatique sur eux-mêmes. Ce qui fait l'unité, au fond, les chances de réussite de cet accord, c'est que, à des degrés divers, mais tous les pays sont inquiets et voient bien qu'ils ne peuvent pas agir seuls. Je dirais au-delà des clivages traditionnels. C'est pour cela que les discussions dans l'accord de Paris à la fois relèvent de l'ancien monde, d'un monde divisé entre le Nord et le Sud, et voient déjà émerger une nouvelle manière de travailler avec des alliances différentes qui transgressent d'une certaine manière cette frontière habituelle entre pays du Nord et pays du Sud. Donc oui, les conditions de Paris sont totalement différentes et permettent justement de trouver un accord, conditions qui n'étaient pas réunies jusque-là. Les changements climatiques, quand même, il n'a pas de frontières. Il n'impacte pas seulement les pauvres, peut-être les pauvres en premier et de plus en plus, mais il impacte aussi les riches et les pays riches. Alors, il est temps, je crois, de tirer des leçons sur ces impacts et de voir comment on va régler ces inégalités et faire l'équilibre entre les pauvres, les pays pauvres, les riches, les pays riches, et de voir qu'on a la même air qu'on respire tous. Le stock de gaz à effet de serre, qui est aujourd'hui dans l'atmosphère, il est surtout dû aux pays du Nord, qui sont aussi plus développés. Et donc, la position des pays du Sud, ça va être de dire, montrez l'exemple, laissez-nous nous développer, et puis nous, on verra après. Simplement, on a aussi besoin de réduire les émissions dans les grands pays émergents qui sont aujourd'hui les principaux émetteurs. Et donc toute la question est là, comment est-ce qu'on réconcilie le besoin légitime en développement et en même temps le fait que on a besoin de réduire les émissions partout pour réussir à atteindre des objectifs qu'on se fixe. Et c'est là que toutes les questions de transfert de technologie, de finance, de financement des actions viennent se poser et les négociations sont évidemment difficiles. Depuis longtemps, les discussions entre le Nord et le Sud dans le contexte du réchauffement et du changement climatique a une dimension de conflit et qu'il y a des entrées qui sont contradictoires. Ça a changé beaucoup dans les années passées. Je crois aujourd'hui il y a une réalisation dans tous les pays du monde que le changement climatique, c'est un défi, un danger qui concerne tous les pays. Aujourd'hui, je suis convaincu que le Nord et le Sud ne sont pas deux blocs économiques qui ne peuvent pas coopérer dans le contexte du changement climatique. Au contraire, c'est ce qu'on trouve de plus en plus, c'est que les nécessités de réagir sont aussi des opportunités pour avancer une économie plus durable, une économie verte. Et dans le contexte d'énergie, c'est un domaine très, très intéressant. Aujourd'hui, dans un continent comme l'Afrique, où la plupart de la population n'a pas encore accès à l'électricité, on trouve que les énergies renouvelables sont un moyen d'avancer très rapidement dans ce concept d'accès à l'électricité et à l'énergie. Je crois qu'une des questions les plus importantes dans le contexte des politiques de climat, c'est les éléments autour de l'équité, autour de la capacité de garantir un avenir de prospérité pour tous les citoyens du monde. Et c'est quelque chose qui est embêtant, qui est inquiétant, surtout dans les pays en développement qui ont peur de se trouver dans une situation où ils sont forcés à essayer des modèles de développement qui n'ont
pas un résultat, une réalité visible jusqu'à aujourd'hui, parce que les modèles de développement qu'on a vécu ces derniers siècles a été bien éloigné de ces patrons et de soutenabilité. Et c'est ça qui pose les défis les plus importants autour de la négociation. À quel point on peut garder une vision suffisamment ambitieuse d'un point de vue atténuation des émissions de gaz à effet de serre, et en même temps garder la solidarité, la fraternité, la compréhension d'être dans les mêmes bateaux. Je pense d'abord qu'il faut bien se rendre compte que la crise climatique trouve son origine dans les inégalités. C'est ce qu'on va appeler en sciences politiques un problème distributionnel, c'est-à-dire un problème de répartition. Un problème de répartition inégale des rapports de force, de répartition inégale des modes de développement, de répartition inégale des émissions de gaz à effet de serre, de répartition inégale de la population sur la planète, de répartition inégale des impacts, et que donc le changement climatique, ce n'est pas un problème d'environnement. C'est avant tout un problème d'égalité, un problème d'équité, un problème de justice, et je pense qu'on ne pourra pas trouver de solution au changement climatique si l'on ne reconnaît pas que le changement climatique dépasse largement la sphère d'un problème d'environnement. On sent bien qu'il y a des pays plus vulnérables que d'autres. Et d'ailleurs, quand on regarde l'Afrique, on perçoit aussi que certains de ces pays ne se sont pas développés ou mal développés parce que justement leur climat n'y est pas favorable. Si on regarde les pays sahéliens, ces pays seront encore plus touchés par ce réchauffement climatique. Et donc c'est ça tout l'enjeu. Si on continue, disons un peu de façon égoïste, pays développés sur notre trajectoire, si les pays en voie de développement, les pays émergents adoptent notre mode de développement, nous irons collectivement vers des réchauffements auxquels il sera difficile de faire face. La négociation mondiale sur le climat, c'est 200 intérêts nationaux autour d'une même table. Et évidemment, ça marche assez mal. Il y a des pays qui, objectivement, n'ont pas tellement intérêt à un accord. Il y a des pays qui vendent beaucoup de pétrole. Si on ne consomme plus de pétrole, ils vont être en difficulté économique. Il y a même des pays froids qui se disent que s'il fait un peu plus chaud, ça peut peut-être même être intéressant pour eux. Donc, il y a un certain nombre de pays qui n'ont pas intérêt. Maintenant, il y a beaucoup de pays qui ont quand même besoin d'un accord sur le climat. La Chine est un pays qui souffrira énormément de la crise climatique. Donc il y a quand même tout intérêt à ce que l'effort soit fait. Après, c'est aussi des problèmes d'équilibre économique. C'est-à-dire les pays ne sont pas au même niveau de développement, ça on le sait. Ils ont surtout des systèmes énergétiques sur lesquels ils sont adossés. La Chine, par exemple, est adossée au charbon, où il leur faut un certain temps pour muter. Et ils ne veulent pas, évidemment, être en situation d'effondrement ou de marginalisation économique au nom de la lutte contre le changement climatique. Tout cela s'entend. Pour les pays émergents, il faut rapidement réfléchir à des voies alternatives de développement. Si tous les pays émergents refont le même historique de développement qu'ont fait les pays développés, on va dans le mur. Donc ceci veut dire qu'il faut que ces pays sautent des étapes que les anciens pays industrialisés ont eues dans le passé pour aller directement vers une économie bas carbone. Et je crois que de plus en plus, lorsqu'on travaille sur ces problématiques, on s'aperçoit qu'il y a des possibilités de faire les villes différemment qu'on les a faites, d'organiser le système urbain différemment que ce que nous avons fait, de développer des systèmes énergétiques et notamment des systèmes de distribution électrique qui ne reproduisent pas les énormes réseaux électriques qu'on a développés dans nos pays. C'est un peu comme pour la téléphonie. Prenez l'exemple, le parallèle avec la téléphonie est très intéressant. Si on avait voulu construire le réseau de téléphonie fixe en Afrique subsaharienne, en Asie centrale, comme on a créé, nous, notre réseau de téléphonie fixe depuis 1920, assez mal de reste en France, jusque dans les années 70-80, jamais il n'aurait le téléphone aujourd'hui dans les campagnes camerounaises ou dans l'Asie centrale. Et ils ont le téléphone grâce au mobile. Aujourd'hui, avec le système extraordinaire qu'on a des nouvelles technologies, des mesures, avec les progrès qu'on va faire sur la production décentralisée, sur le stockage décentralisé d'énergie, on peut faire des sauts technologiques très rapides pour que ces pays puissent concilier la poursuite et même l'accélération de leur développement avec l'utilisation de sources d'énergie non fossiles. Je dirais que la manière d'éviter qu'il y ait une trop grande pénalisation des pays du Sud dans la négociation serait si l'on parvient véritablement
à s'engager sur la voie d'un financement réel de l'adaptation. C'est aujourd'hui la principale demande émise par les pays du Sud, et les pays industrialisés renâclent bien sûr à payer, renâclent à financer l'adaptation, et renâclent aussi à admettre une responsabilité directe dans les impacts du changement climatique, renâclent à admettre ce lien qui est pourtant évident entre leurs émissions et les impacts du changement climatique au Sud. Les pays du Sud, au premier rang desquels les Africains, ont bien conscience que nos pays ont des budgets totalement restreints et même plombés par la dette. Donc si on promet des milliards, ils savent bien qu'on ne va pas le prendre sur les budgets existants, on va le prendre sur de nouvelles sources de financement. Et je suis un peu monomaniaque, et parce que je sais que la crédibilité de Paris, si on veut apaiser, réunir autour d'objectifs crédibles et ambitieux, il faut rétablir la confiance sur ce sujet-là. C'est le nerf de la guerre. On est en guerre. On est en guerre, en tout cas, contre un phénomène que nous avons provoqué et qui risque de nous échapper. Il faut une mobilisation universelle, mais pour faire face, pour développer des technologies, pour changer de modèle énergétique, il faut, comme en temps de guerre, il faut énormément de moyens. Une des clés, je crois, de la conférence de Paris, c'est cette capacité des pays développés à tenir les engagements en termes de, disons, d'échanges financiers, de flux financiers, ces engagements qui ont été faits à la conférence de Copenhague, cette création du Fonds vert, et ça sera une des clés de la conférence de Paris, tout comme évidemment les engagements des pays développés à lutter contre le réchauffement climatique en termes de diminution des gaz à effet de serre, et ça devrait jouer un effet d'entraînement par rapport aux autres pays, parce que maintenant, le 4e pays émetteur, c'est l'Inde, derrière, ensuite l'Indonésie, le Brésil, ces pays qui ne sont pas classés pour le moment dans les pays riches, doivent évidemment participer à la lutte contre le réchauffement climatique, autrement, eh bien, on n'y arrivera pas. Si j'étais un peu provocateur, je dirais que peut-être que la crise climatique est une véritable chance pour l'avenir de l'humanité. Parce qu'on est dans plusieurs crises de finitude de la planète aujourd'hui. On a une compétition sur les matières premières qui va augmenter. Et ce n'est pas que le pétrole. Demain, même le fer, il risque d'y avoir de plus en plus de compétition. Et cette compétition sur les matières premières, elle s'est toujours traduite par plutôt de l'affrontement guerrier et un fort qui domine le faible. La crise climatique, elle ne peut pas se régler simplement par le fait que le fort domine le faible. Il faut que tout le monde fasse des efforts. On comprend très bien que si je fais des efforts, mais que mon voisin continue à émettre beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, eh ben, je vais souffrir comme lui. Et lui aussi a besoin que moi, je fasse des efforts. L'enjeu du climat, c'est aussi un enjeu de développement. Et fondamentalement, la régulation climatique, c'est une régulation où on donne un prix à la tonne carbone. Alors on a du mal aujourd'hui à y arriver, mais on voit bien que c'est cette idée qui monte. Donc c'est créer des flux financiers. Et ces flux financiers, ils doivent être au service du développement. Parce que si on a juste un effort des pays du Nord, mais qu'on n'aide pas un développement différent des pays du Sud, et surtout des choix énergétiques différents des pays en développement, des grandes mégalopoles africaines par exemple, ben demain les émissions de gaz à effet de serre vont exploser dans ces pays. Donc on a un enjeu fort de développement. Donc on voit bien que derrière le climat, derrière les réponses au climat, on assure du développement et on répond à d'autres crises, et notamment, fondamentalement, on dit un monde qui est capable de se réguler, qui est capable de dépasser des intérêts nationaux dont l'affrontement a toujours mené dans l'histoire à la guerre.